Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. J'essaie d'atteindre 1000 abonnés, une étape très importante pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais une grande motivation pour continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Je m'appelle Kyle Vaughan, et mes mains tremblent alors que j'enregistre ce message. J'ai servi d'ambassadeur au Conseil galactique pendant 43 cycles. J'ai vu des guerres commencer et finir. J'ai vu des civilisations s'élever de la poussière et y retomber. Mais ce qui s'est passé dans cette chambre du Conseil il y a 3 jours a brisé quelque chose en moi qui, je crois, ne guérira jamais. Je dois vous dire ce que j'ai vu. J'ai besoin que quelqu'un sache, au cas où je ne survivrai pas à ce qui va suivre. Tout a commencé un matin calme. La grande salle du Conseil galactique était pleine, comme toujours les jours de jugement. 412 civilisations sont assises dans cette pièce. Certaines sont grandes, d'autres petites. Certaines respirent de l'air, d'autres du gaz. Mais nous partageons tous un seul objectif: maintenir la paix. Nous réglons les différends avant qu'ils ne deviennent des guerres. Depuis 9000 ans, ce Conseil fonctionne. 9000 ans de paroles mesurées, de négociations prudentes et de silences bien placés. Puis, l'ambassadeur Veratari s'est levé, et tout a changé. Les Vertari sont une espèce ancienne, plus ancienne que la plupart. Ils ressemblent à de grands insectes aux carapaces dures, de la couleur du sang séché, et possèdent 6 longs membres qui claquent lorsqu'ils bougent. Leur empire compte plus de 80 000 vaisseaux de guerre. Ce ne sont pas la plus grande puissance de la galaxie, mais ils sont les plus redoutés. Ils ne négocient pas. Ils ne pardonnent pas. Quand ils veulent quelque chose, ils le prennent, et le Conseil trouve généralement un moyen de détourner le regard. Le haut maréchal XSS Deck n'est pas venu négocier ce jour-là. Il est venu donner un ordre. Son traducteur siffla et crépita tandis qu'il parlait, et ses mots emplirent la chambre comme une fumée glaciale. « Nous revendiquons le système Kepler, dit-il. Il nous appartient de droit ancestral. La jeune espèce appelée humain doit le quitter. Ils ont 30 rotations pour se retirer, eux et tous leurs biens. S'ils ne le font pas, nous les retirerons nous-mêmes. » J'ai ressenti un étrange frisson en entendant le mot « humain ». Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Les humains sont nouveaux dans cette galaxie. Ils ont rejoint le Conseil il y a seulement 40 ans, avec un statut d'observateur, car ils venaient d'apprendre à voyager plus vite que la lumière. Ce sont de petites créatures, douces et chaudes, avec seulement 4 membres et des visages ronds qui affichent toutes les émotions qu'ils ressentent. Ils sont polis, ils sourient beaucoup. Ils apportent des cadeaux aux réunions du Conseil. La plupart des délégués les considèrent comme on considérerait un enfant qui s'est égaré dans une réunion d'adultes. Curieux, charmant, un peu naïf. J'ai toujours aimé les humains. Leur ambassadrice, le docteur Alina Brooks, était une femme gentille qui se souvenait du nom de tous ceux qu'elle rencontrait. Elle s'enquérait de ma famille. Elle apportait de petites douceurs de la terre à partager, des sucreries enveloppées dans du papier coloré. C'était la dernière personne dans cette chambre dont je m'attendais à ce qu'elle cause des ennuis. Mais lorsque le haut maréchal XSS Deck eut terminé sa demande, tous les regards se tournèrent vers elle. Les humains n'avaient qu'un seul siège au Conseil, et elle l'occupait. Maintenant, elle devait répondre pour toute son espèce. Elle ne s'est pas levée immédiatement. Elle est restée très immobile, les mains croisées sur ses genoux, regardant l'ambassadeur Veratari avec ses 12 yeux bruns. Le silence dans la chambre s'étira sans fin. Certains délégués commencèrent à murmurer. D'autres détournèrent le regard, embarrassés pour elle. Ils pensaient qu'elle était figée par la peur. J'étais assez proche pour voir son visage clairement. Et je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Elle n'avait pas peur. Elle était triste. Profondément, profondément triste. La tristesse d'un parent quand un enfant refuse d'écouter et est sur le point d'apprendre une dure leçon. À côté de moi était assis le plus ancien délégué du Conseil, un ancien du peuple Korati nommé Veln. Les Korati vivaient 2000 ans et Veln en avait servi 900. Il avait tout vu. Il avait survécu à la Grande Guerre du Silence. Il était là lorsque le Conseil a été formé pour la première fois. Il ne parlait jamais pendant les sessions, sauf si quelque chose n'allait vraiment pas. Il m'a saisi le bras. Sa prise était ferme, douloureuse. Ses vieux yeux étaient écarquillés par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant chez lui. La terreur pure. « Kyle » murmura-t-il. « Kyle, écoute-moi. Quand cette session sera terminée, tu dois quitter la chambre. Tu dois aller à la baie d'amarrage.
Tu dois prendre n'importe quel vaisseau et voler vers le monde le plus lointain que tu puisses trouver. Tu me comprends? Je le regardais fixement. Je pensais qu'il avait perdu la tête. Il n'avait pas bien dormi depuis de nombreux cycles, et je savais que sa mémoire commençait à s'estomper. Vel, dis-je doucement, ce n'est qu'un différend territorial. Les humains accepteront. Ils acceptent toujours. Ils n'ont pas le choix. Il secoua lentement la tête, tristement. Tu ne les connais pas, murmura-t-il. Tu n'as jamais lu les dossiers. Moi, si. Je les ai lus il y a 70 ans, lorsque les premiers vaisseaux d'exploration sont revenus de leur monde. Je n'ai pas dormi correctement depuis. Je ne savais que dire. Avant que je puisse lui demander de s'expliquer, le docteur Brooks se leva enfin. La chambre redevint silencieuse. Elle ne parla pas pendant un long moment. Elle regarda simplement l'ambassadeur Veratari. Puis elle regarda le conseil. Puis elle le regarda à nouveau. Quand elle parla enfin, sa voix était si basse que les traducteurs l'entendirent à peine. « Monsieur le maréchal, dit-elle, je veux m'assurer que je vous comprends bien. Vous donnez à mon peuple 30 jours pour quitter le système Kepler, et s'ils ne partent pas, vous utiliserez votre flotte pour les y forcer. C'est ce que vous dites? C'est exactement ce que je dis, répliqua le Veratari. Ses mandibules claquèrent dans ce qui passait pour un sourire chez son peuple. Je vous donne une chance de vivre. Une petite espèce comme la vôtre devrait en être reconnaissante. Elle hocha lentement la tête. Elle semblait réfléchir très attentivement à ses prochains mots. Je vois, dit-elle. Alors, j'ai une réponse pour vous. Toute la chambre se pencha en avant. Je retins mon souffle. Velnez ferma les yeux et commença à murmurer une prière Korati. Le docteur Brooks prit une petite inspiration, puis elle sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Ce n'était pas le sourire chaleureux qu'elle donnait en distribuant ses douceurs enveloppées. C'était autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'avait pas sa place sur son doux visage. C'était le sourire de quelqu'un qui attendait depuis très longtemps qu'une question soit posée et qui était maintenant soulagé qu'elle soit enfin venue. « Nous acceptons votre défi, dit-elle. Que ce en quoi vous croyez vous soit bienveillant dans les jours à venir, car nous ne le serons pas. » Elle s'assit. Elle replia ses mains. La chambre était silencieuse. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis, l'ambassadeur Veratari rit. C'était un horrible claquement, comme des brindilles sèches qui se brisent. Plusieurs autres délégués se joignirent à lui. Ils pensaient que c'était une blague. Ils pensaient que le petit humain doux avait prononcé un discours courageux, mais vide. Je n'ai pas ri. Velnez n'a pas ri. Nous nous sommes regardés, et dans ses yeux anciens, j'ai vu la vérité de ce qui venait de se passer. Quelque chose de terrible avait été mis en mouvement. Quelque chose qui ne pouvait plus être arrêté. La session se termina. Les délégués sortirent, ricanant encore à propos des humains et de leur drôle de démonstration de courage. L'ambassadeur Veratari passa devant le docteur Brooks et lui fit un geste grossier avec ses mandibules. Elle ne réagit pas. Elle ramassa ses papiers et sortit tranquillement, comme elle le faisait toujours. Je rejoignis Veln dans le couloir. Il marchait vite, plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années. « Attendez, dis-je. S'il vous plaît, expliquez-moi. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Il s'arrêta. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis il me rapprocha et parla d'une voix si basse que je devais me pencher pour l'entendre. « Cale, dit-il, je vais te donner un conseil maintenant, et je veux que tu écoutes attentivement. Va aux archives. Demande la série de fichiers 87. Dis-leur que c'est moi qui t'envoie. Ils ne voudront pas te les donner. Dis-leur que c'est une urgence. Lis ce qu'il y a dans ces fichiers. Lis chaque mot. Que sont-ils? » Zemma, demandai-je. Ce sont les études secrètes du Conseil sur la Terre et son peuple. Des études qui ont été ordonnées cachées car leur lecture entraînait la démission de trop de délégués. 2 des 3 délégués qui les ont lus ont mis fin à leur propre mandat en une semaine. L'un d'eux est rentré chez lui et n'a plus parlé pour le reste de sa vie. Je me sentis froid, très froid. « Et le 3e » demandai-je. Veln me regarda avec des yeux pleins de douleur. « Le 3e, c'est moi, » dit-il, et j'ai eu peur chaque jour depuis. Il s'éloigna alors, me laissant seul dans le grand couloir de marbre. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, peignant des motifs dorés sur le sol. Cela aurait dû être une belle vue, mais tout ce à quoi je pouvais penser était le sourire sur le visage du docteur Brooks.
La façon dont ces 12 caractéristiques s'étaient transformées juste un instant en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Je pensais à la flotte Veratari, 80 000 vaisseaux de guerre, la force militaire la plus puissante de cette partie de la galaxie. Je pensais aux humains, leurs quelques centaines de petits vaisseaux, leurs corps fragiles, leurs manières polies, leurs sourires chaleureux. Les calculs étaient clairs. Les Veratari gagneraient. Les humains fuiraient ou seraient détruits. C'est ainsi que les choses se passaient toujours. Et pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je venais d'assister à quelque chose de bien pire qu'une guerre qui commençait. J'avais vu une porte s'ouvrir, une porte qui aurait dû rester fermée, une porte que les humains eux-mêmes gardaient patiemment depuis 40 ans, attendant de voir si quelqu'un serait assez fou pour frapper à. Les Veratari avaient frappé. Je me dirigeais vers les archives ce soir-là, les jambes tremblantes. Le soleil se couchait dehors, teignant les tours du conseil d'un rouge sang. J'aurais dû rentrer chez moi, j'aurais dû appeler mes enfants. J'aurais dû faire n'importe quoi d'autre que d'entrer dans cette archive et demander la série de fichiers 427. Mais il fallait que je sache. Il fallait que je comprenne pourquoi un vieil homme qui avait vu 900 ans d'histoire galactique avait maintenant peur d'une espèce qui souriait trop et apportait des bonbons à des réunions. La préposée aux archives était une petite créature grise avec trop d'yeux. Quand je lui dis ce que je voulais, tous ses yeux clignèrent à la fois. Elle ne bougea pas pendant un long moment. « Êtes-vous sûr, ambassadeur ?» demanda-t-elle finalement. Cette série de fichiers est restreinte. Très restreinte. Fellness de Korath Mainfoy, Dessia. Il m'a dit de vous dire que c'est une urgence. Elle ne posa plus de questions. Elle se tourna simplement et entra dans les pièces de derrière. Quand elle revint, elle portait un lourd cristal de données dans ses deux mains fines. Elle le posa sur le bureau entre nous et me le poussa lentement, comme s'il pouvait mordre. « Lisez-le dans la salle privée, dit-elle. Pas chez vous, pas dans votre bureau. Ici, et quand vous aurez terminé, rapportez-le-moi directement, pas à un autre commis, juste à moi. » Je pris le cristal. Il était chaud dans ma main, alors qu'il aurait dû être froid. « Encore une chose, » dit-elle, alors que je me tournais pour partir. Elle ne me regarda pas dans les yeux. « Ne le lisez pas avant de vous coucher. Vous ne dormirez plus pendant longtemps si vous le faites. » Je suis entré dans la salle de lecture privée. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis assis à la table. J'ai placé le cristal dans le lecteur. L'écran s'est allumé. La première page est apparue. Le titre était écrit en langage galactique standard, 3 mots simples. Les humains de la Terre. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai commencé à lire. Et en lisant, le froid qui avait commencé dans ma poitrine pendant la session du conseil s'est propagé dans tout mon corps. J'ai lu pendant des heures. J'ai oublié de manger. J'ai oublié de boire. J'ai oublié que le soleil s'était couché et s'était levé à nouveau dehors. Au moment où j'ai terminé, j'ai compris pourquoi Veln m'avait dit de fuir. J'ai compris que les Veratari étaient déjà morts. Ils ne le savaient juste pas encore. Et j'ai compris avec une nausée qui a rempli toute mon âme que la galaxie que je connaissais depuis 43 cycles était sur le point de se terminer. Pas dans le feu, pas dans la guerre, mais dans une compréhension calme et terrible qui allait s'installer dans chaque chambre du Conseil, chaque ambassade, chaque salle du trône, d'un bout à l'autre du bras spiral. Les humains attendaient, 40 ans ils attendaient, et quelqu'un avait finalement été assez fou pour demander. Je suis resté dans cette pièce sombre pendant un long moment, tenant le cristal de données dans mes mains tremblantes, et j'ai su que rien dans ma vie ne serait plus jamais pareil. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La préposée avait raison à ce sujet. Je gisais dans mon lit, les lumières allumées, fixant le plafond de mon appartement. Et chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les mots de ces dossiers, les images, les rapports. L'analyse prudente et calme d'une espèce que le Conseil avait jadis considérée comme des enfants inoffensifs. Je me levais avant l'aube et me dirigeais vers mon bureau. Je demandais à mon assistant d'annuler tous mes rendez-vous. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin de trouver un moyen d'avertir les Veratari avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment avertir quelqu'un qui n'écoutera pas? L'ambassadeur Veratari croyait sa flotte invulnérable. Il croyait les humains petits et faibles. Il avait 80 000 vaisseaux de guerre et 20 millions de soldats. Les humains avaient peu être 400 vaisseaux dans toute leur flotte, et la plupart d'entre eux étaient petits. Les chiffres racontaient une histoire, mais les dossiers en racontaient une autre, et ce sont les dossiers que je croyais désormais. Laissez-moi vous dire ce que j'ai lu dans cette archive.
J'essaierai de garder la voix ferme en le faisant. Le premier rapport date de 70 ans. Un vaisseau de reconnaissance du Conseil avait trouvé la Terre par accident. Les éclaireurs ont observé la planète à une distance de sécurité pendant 3 années complètes avant d'établir le contact. Ce qu'ils ont vu les a tellement troublés qu'ils ont failli ne pas déposer de rapport du tout. Ils craignaient que personne ne les croie. La Terre, disait le rapport, n'était pas un monde normal. C'était un monde de mort. Le terme « monde de mort » a une signification précise en sciences galactiques. Il désigne une planète où l'environnement naturel est si hostile que la vie intelligente n'aurait pas dû pouvoir s'y développer. La plupart des espèces du Conseil ont évolué sur des mondes doux, avec un climat tempéré, peu de grands prédateurs, beaucoup de nourriture, des endroits sûrs pour dormir. Ces conditions ont permis à nos esprits de se développer sans que nos corps n'aient besoin de lutter chaque jour pour survivre. La Terre était l'opposé d'un monde doux. La Terre connaissait des tempêtes capables d'arracher des maisons. La Terre avait des océans qui engloutissaient des navires entiers. La Terre avait des montagnes qui explosaient de feu et des rivières de roches en fusion. La Terre avait des ères glaciaires qui duraient des milliers d'années. La Terre avait des déserts si chauds qu'aucune autre espèce connue ne pouvait les traverser vivantes. Et la Terre avait des prédateurs. Oh, les prédateurs! Le rapport des éclaireurs les listait méticuleusement. De grandes bêtes rayées avec des griffes de la taille d'un doigt de Corati. D'énormes animaux gris au long museau capables de déraciner des arbres. Des chasseurs en meute aux dents blanches qui travaillent ensemble pour abattre des proies 10 fois plus grosses qu'eux. Des créatures marines plus longues qu'un vaisseau spatial, avec des gueules capables d'avaler des bancs entiers de poissons plus petits. De minuscules insectes porteurs de maladies suffisamment puissantes pour anéantir des villes entières. Des plantes capables d'empoisonner quiconque les touchait. Des serpents dont la morsure la plus légère suffisait à arrêter un cœur. Dans une évolution normale, la vie intelligente n'aurait jamais survécu à un tel monde. Les premiers humains auraient dû être dévorés. Ils auraient dû mourir de faim. Ils auraient dû geler. Ils auraient dû mourir de maladie. Chaque épreuve de survie que l'univers pouvait leur infliger, ils auraient dû échouer. Mais ils n'ont pas échoué. Ils ont gagné. Le rapport décrivait comment les premiers humains chassaient. Ils n'avaient pas de griffes. Ils n'avaient pas de grandes dents. Ils n'avaient pas d'armure. C'étaient des créatures douces, lentes, sans aucune arme naturelle. Selon toutes les lois de la nature, ils auraient dû être des proies, pas des prédateurs. Mais ils avaient quelque chose qu'aucun autre animal sur leur monde n'avait. Ils avaient de la patience, et ils avaient de l'ingéniosité. Et ils avaient quelque chose que les éclaireurs ne parvenaient pas tout à fait à nommer, mais qu'ils ont essayé de décrire dans le rapport. Ils l'ont appelé la ténacité. Voici comment les humains chassaient au premier temps, avant même d'avoir le moindre outil. Ils choisissaient un seul animal dans un troupeau, un animal rapide, un animal qui pouvait facilement les distancer au sprint. Puis ils se mettaient simplement à marcher, pas à courir, à marcher. Ils suivaient cet animal pendant des heures. Puis pendant une journée, puis pendant 2 jours, ils ne s'arrêtaient pas. Ils ne faisaient pas demi-tour. Ils ne perdaient pas la piste. Ils marchaient sur leurs 2 longues jambes pendant que l'animal courait sur ses 4 pattes plus courtes. Et ils n'avaient pas besoin d'être plus rapides. Il leur suffisait de ne jamais s'arrêter et finalement, après assez d'heures, l'animal s'effondrait d'épuisement et les humains s'approchaient calmement et le prenaient. Quand j'ai lu cela, j'ai dû poser le cristal de données et respirer un long moment. J'ai essayé d'imaginer être cet animal, regardant par-dessus mon épaule et voyant l'humain toujours venir, dormant quelques heures et se réveillant pour les retrouver en train de monter la colline derrière moi, courant encore et encore, jusqu'à ce que mes jambes ne veuillent plus bouger. Et puis les voir arriver, sans colère, sans excitation, juste avec un but calme, faisant ce qu'ils avaient décidé de faire. Aucune autre espèce de la galaxie ne chasse ainsi. Aucune. La plupart des prédateurs abandonnent si leur proie échappe à la première attaque. Les humains n'abandonnent pas. Les humains considèrent l'abandon comme une sorte d'échec moral. Le rapport continuait. Il décrivait comment les humains s'étaient répandus sur toute leur planète, marchant des milliers de kilomètres à pied, traversant déserts, montagnes et océans. Ils avaient atteint tous les coins de leur monde avant même d'avoir inventé la roue. Ils avaient survécu aux ères glaciaires en chassant les grandes bêtes poilues du froid nord. Ils avaient survécu au sable brûlant en apprenant quelles plantes contenaient de l'eau. Ils avaient survécu dans des endroits où aucune autre créature pensante ne pouvait vivre. Et puis, ils avaient commencé à construire. Le second rapport couvrait l'histoire de la guerre humaine. Je n'ai presque pas lu cette partie.
L'avertissement du greffier me revint, mais je devais savoir. Je me suis forcé à ouvrir le dossier. Je ne décrirai pas tout ce que j'ai lu. Certaines choses, je ne peux même pas les décrire maintenant. Les humains se sont battus entre eux pendant des milliers d'années. Ils avaient développé des armes d'une créativité effrayante. Ils avaient construit des armes capables de détruire des villes entières en un instant. Ils avaient créé des maladies comme armes. Ils avaient construit des machines qui volaient dans les airs et déversaient la destruction sur leurs ennemis. Ils avaient construit des machines qui nageaient sous la mer et attendaient pendant des années, prêtes à libérer leur puissance à tout moment. Et voici la partie qui m'a glacé le sang. Après chaque grande guerre, peu importe le nombre de morts, peu importe la destruction, ils reconstruisaient plus vite qu'avant, plus fort qu'avant. Ils apprenaient de chaque guerre et rendaient la suivante plus efficace. D'autres espèces, confrontées à de telles pertes, auraient abandonné ou se seraient installées dans une paix permanente. Les humains, non. Les humains traitaient chaque guerre comme une leçon. Ils prenaient des notes, ils écrivaient des livres. Ils enseignaient à la génération suivante comment mieux se battre. Il y eut une période dans leur histoire que le rapport appelait la guerre froide. Pendant 40 ans, 2 grands groupes humains ont tenu la planète entière dans un état de peur. Les 2 camps avaient suffisamment d'armes pour mettre fin à toute vie sur Terre. Les 2 camps le savaient et les 2 camps ont passé 40 ans à se préparer à utiliser ces armes si nécessaire. Ils en ont construit des milliers et des milliers. Ils les ont placées dans des endroits cachés partout sur la planète, sous la mer, dans les déserts, profondément sous les montagnes. Ils les ont gardées prêtes chaque minute de chaque jour pendant 40 ans. Aucune autre espèce dans la galaxie n'a jamais fait cela. Aucune autre espèce n'aurait pu le faire. La tension mentale de garder de telles armes prêtes pendant 40 ans aurait brisé l'esprit de toute espèce du Conseil. Les humains n'ont pas cédé. Ils ont simplement continué. Ils ont construit des écoles, élevé des familles et sont allés travailler. Et pendant ce temps, les armes attendaient sous leurs pieds, prêtes. La conclusion du rapport était écrite dans le langage prudent que les analystes du Conseil utilisent lorsqu'ils essaient de maîtriser leurs émotions. Il disait ceci. Analystes de maîtriser leurs émotions. Je vais le citer exactement, car je l'ai lu tant de fois qu'il est gravé dans ma mémoire. Les humains ne se rendent pas de la manière comprise par les autres espèces. Lorsqu'ils sont menacés, les humains escaladent. Lorsqu'ils sont acculés, les humains deviennent plus dangereux, pas moins. Il n'y a pas de limite supérieure observée à la destruction que les humains sont prêts à causer pour défendre leur propre espèce. Nous recommandons qu'aucune espèce du Conseil n'engage jamais de conflit militaire avec les humains. Nous recommandons cela avec une grande urgence. Nous recommandons cela de façon permanente. Je me suis rassis sur ma chaise en terminant cette lecture. Le soleil se levait dehors. J'étais dans cette archive depuis 10 heures. Mes yeux brûlaient. Ma tête me faisait mal. Mais je n'avais pas fini. Il y avait un dernier dossier dans la série. Un petit, une seule page. Il était daté d'à peine 12 cycles, bien plus récent que les autres. Mal. Il était intitulé « Préparation humaine observée ». Je l'ai ouvert. Ce rapport était différent. Il ne parlait pas d'histoire ancienne, il parlait du présent. Il disait que le Conseil avait secrètement observé les humains depuis qu'ils avaient rejoint en tant qu'observateurs, regardant ce qu'ils faisaient de leur nouvel accès à la technologie galactique, regardant comment ils se comportaient. Ce que le Conseil avait observé était ceci. Les humains n'avaient pas construit plus de colonies. Ils n'avaient pas étendu leur territoire de manière agressive. Ils n'avaient pas déclenché de guerre commerciale ou de conflits politiques. Selon toutes les mesures visibles, ils étaient une espèce pacifique et tranquille. Mais ils avaient construit discrètement, soigneusement, dans des endroits où personne ne regardait. Le rapport décrivait des choses que les analystes n'avaient aperçues que du coin de l'œil, des choses qu'ils ne pouvaient pas décrire entièrement car les humains les avaient bien cachées. Il y avait des usines dans l'espace lointain où les humains assemblaient quelque chose de la taille de petites lunes. Il y avait des stations de recherche sur des mondes sombres où des signatures énergétiques étranges étaient enregistrées. Il y avait des vaisseaux dans la flotte humaine qui n'apparaissaient dans aucun registre officiel. Des vaisseaux qui allaient et venaient de lieux secrets. Des vaisseaux que personne n'était autorisé à inspecter. Les analystes ne pouvaient pas dire exactement ce que les humains construisaient, mais ils pouvaient dire à quoi cela ressemblait. Cela ressemblait au travail d'une espèce qui se préparait à quelque chose de très spécifique. Se préparait au jour où quelqu'un, quelque part, ferait enfin l'erreur de menacer leur monde.
La dernière phrase du rapport se lisait comme suit. Les humains ne construisent pas un empire. Ils construisent une réponse. Nous ne savons pas quelle sera la question qui la déclenchera. Mais lorsque la question sera posée, nous pensons que la réponse sera terrible au-delà de notre compréhension actuelle. J'ai fermé le dossier. J'ai remis le cristal de données dans son étui. Je l'ai rendu au greffier qui l'a pris sans un mot. Je suis sorti des archives dans le soleil brillant du matin, et le monde m'a semblé différent. Chaque visage que je croisais, je me demandais s'ils savaient. Chaque bâtiment du conseil, je me demandais combien d'entre eux avaient lu ce que j'avais lu. Je suis allé trouver l'ambassadeur Viratari. Je devais essayer. Je devais essayer de lui parler. Il m'a ri au nez. Il se tenait dans sa belle chambre aux murs rouges et aux trophées de 1000 mondes conquis, et il a ri de moi jusqu'à ce que ses mandibules claquent de gaieté. « Kelvon, dit-il, tu as toujours été un nerveux. La Rampil, les humains sont de petites créatures douces. Ils sourient et apportent des bonbons. Ils ont 400 vaisseaux, nous en avons 80 000. Les mathématiques sont très simples. » Les mathématiques, dis-je, n'ont jamais été simples en ce qui concerne ces humains. S'il vous plaît, ô maréchal, retirez votre flotte. Prenez le système. Prenez ce que vous voulez, mais ne les engagez pas directement. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Il me regarda avec pitié, une vraie pitié. Il pensait que j'avais perdu la tête. « Vieux ami, dit-il, rentre chez toi, repose-toi. Je t'enverrai un souvenir du système Kepler, une fois que nous en aurons débarrassé ces vermines. Peu, être un morceau d'un de leurs vaisseaux monté sur une plaque. Tu pourras le mettre dans ton bureau pour te souvenir à quel point tes peurs étaient ridicules. » J'ai quitté sa chambre. J'ai traversé le district du conseil en une journée. Les 30 jours étaient déjà comptés. Je suis retourné à mon bureau. J'ai essayé d'écrire un avertissement formel au conseil pour qu'il soit lu en séance publique. J'ai commencé 3 fois. Chaque fois, j'ai supprimé ce que j'avais écrit. Il n'y avait pas de mots qui les feraient me croire. Ils penseraient que les humains m'avaient d'une manière ou d'une autre trompé. Ils riraient, comme les Veritari avaient ri. J'ai donc attendu. Je ne pouvais rien faire d'autre. J'ai regardé les jours passés. J'ai regardé les humains vaquer à leurs occupations habituelles. Le docteur Brooks assistait aux sessions. Elle souriait. Elle était polie. Elle apporta une petite boîte de douceurs emballées pour les assistants du conseil, le 17e jour, comme elle le faisait toujours une fois par mois. Elle échangeait des banalités avec les délégués. Elle ne mentionna pas l'ultimatum Vertari. Une fois que la flotte Veratari eut rassemblé 80 000 vaisseaux, le rapport indiquait qu'ils s'étaient positionnés près du système Kepler. Ils envoyèrent des transmissions exigeant la reddition des humains. Ils ne reçurent aucune réponse. Le 30e jour, la date limite passa. La flotte Veritari sauta dans le système Kepler et la galaxie devint silencieuse. Le premier jour de silence, personne ne s'inquiétait. Les Virtari prenaient souvent des jours pour renvoyer leur premier rapport lors d'une action militaire. Le conseil attendit. Les humains ne semblaient pas préoccupés. Le docteur Brooks assista à une session sur les accords commerciaux et discuta des prix des céréales avec un délégué malurant. Le deuxième jour de silence, l'ambassadeur Vertari commença à faire des demandes. Il voulait que le conseil confirme que les humains n'avaient pas interféré avec les communications de sa flotte. Il voulait des assurances. Le conseil envoya des observateurs neutres vers le système Kepler pour enquêter. Les observateurs reçurent l'instruction de rester loin de toute zone de combat potentielle. Le 3e jour de silence, les observateurs rapportèrent des lectures étranges. Ils dirent que le système Kepler semblait normal. Aucun signe de bataille, aucun champ de débris, aucune lueur d'énergie. Ils pouvaient voir les 400 petits vaisseaux humains vaquer à leur patrouille habituelle. Ils ne pouvaient pas voir la flotte Viratari du tout. Pas un seul vaisseau. Le 4e jour de silence, la panique commença. Comment 80 000 vaisseaux de guerre pouvaient-ils simplement disparaître? Même s'ils avaient été détruits, il y aurait eu des épaves. De vastes nuages d'épaves. Le système Kepler était trop grand pour tout cacher. Mais il n'y avait rien, comme si la flotte n'était jamais arrivée. Le 5e jour de silence, l'ambassadeur Vertari fit irruption dans la chambre du conseil et exigea une action immédiate. Il accusa les humains d'utiliser une technologie interdite. Il exigea des sanctions. Il exigea des réponses. Le conseil regarda le docteur Brooks. Elle se leva lentement. Elle travaillait à son petit bureau, examinant des documents, lorsque les Vertari commencèrent à crier. Elle écarta quelque chose de sa manche et regarda l'ambassadeur avec des yeux calmes et tristes.
Bonjour, maréchal, dit-elle. Votre flotte va bien. Vos soldats vont bien. Nous nous occupons très bien d'eux. Vous devriez bientôt avoir de leurs nouvelles. Ce fut tout ce qu'elle dit. Puis elle se rassit et continua sa paperasse. L'ambassadeur Vertari eut l'air d'avoir été frappé par la foudre. Son kitane changea réellement de couleur, passant du rouge profond à une sorte de gris. Il ouvrit ses mandibules pour parler, mais aucun son ne sortit. Il s'assit lourdement sur son siège. Il ne dit plus un mot pour le reste de la session. Le 6e jour de silence, je ne pouvais pas m'arrêter de marcher. Je faisais les 100 pas dans mon appartement. Je faisais les 100 pas dans les couloirs de mon ambassade. Je faisais les 100 pas dans les jardins à l'extérieur du bâtiment du conseil. Que voulait-elle dire par s'en occuper? Où étaient les vaisseaux? Où étaient les soldats? La flotte Vertari avait été la plus grande force jamais assemblée dans l'histoire récente de la galaxie. 20 millions de membres d'équipage, 80 000 vaisseaux, et les humains s'occupaient d'eux. Le 7e jour de silence, quelque chose d'autre se produisit. Les humains du personnel du conseil continuaient leurs tâches normales. Les greffiers classaient les papiers. Les assistants délivraient des messages. Les traducteurs travaillaient dans les cabines pendant les sessions. Aucun d'entre eux ne semblait préoccupé. Aucun d'entre eux ne semblait même légèrement anxieux. J'ai testé cela. J'ai cherché l'un des assistants humains, un jeune homme nommé Daniel Webb. Il avait environ 25 cycles, les cheveux blonds et un visage amical. Il travaillait au bureau des documents. Je lui avais parlé plusieurs fois au cours des 2 dernières années. Il avait toujours été poli, serviable, facile à aborder. Je lui ai demandé s'il avait eu des nouvelles de quelqu'un du système Kepler. Il a souri. Il souriait toujours. Pas personnellement, dit-il, mais je suis sûr que tout se passe comme prévu. Comme prévu, dit-il, comme s'il parlait d'un pique-nique. Daniel, dis-je prudemment, ne t'inquiètes-tu pas? Ton peuple combat une flotte de 80 000 vaisseaux. Il me regarda avec une légère confusion, comme si j'avais dit quelque chose d'étrange. Ambassadeur, dit-il doucement, il n'y a pas de combat. Nous avons répondu à une question. C'est tout. Nous espérons que ce sera la dernière fois que nous aurons à la poser. Il s'éloigna avec un dossier sous le bras, sifflotant un petit air. Je suis resté dans le couloir et j'ai ressenti une très, très grande peur. Le 8e jour de silence brisa le silence. Un unique vaisseau Viratari boita jusqu'à l'espace du conseil. C'était une capsule de sauvetage, pas même un vaisseau complet. Juste une petite sphère blindée, conçue pour transporter une personne importante en lieu sûr dans le pire des cas. Elle était brûlée et cabossée, mais elle se déplaçait par ses propres moyens. Elle demanda la permission de s'amarrer à la station du conseil. La permission fut accordée. Tout le conseil s'assembla dans la chambre principale, convoquée en session d'urgence. Le docteur Brooks était là, assise à sa place habituelle. L'ambassadeur Vertari était également là, debout au centre de la pièce, ses mandibules tremblants. La capsule s'amarra, les portes s'ouvrirent, et une seule silhouette en sortit. C'était le haut maréchal XSS Deck, le commandant de toute la flotte, l'architecte de la demande contre les humains. Il était vivant, mais il avait changé. Il entra lentement dans la chambre. Sa carapace était fissurée en de nombreux endroits. Ses yeux composés étaient devenus troubles, comme s'il avait subi un choc terrible. Ses avant-bras pendaient inertes le long de son corps, et ses mandibules, les grandes pièces buccales tranchantes dont tous les Virtari sont si fiers, avaient été retirées très soigneusement. Les blessures avaient été nettoyées et traitées. On lui avait prodigué des soins médicaux, mais il ne pouvait pas parler. Les humains lui avaient enlevé cette capacité exprès, et il l'avait fait avec une telle habileté qu'il ne faisait aucun doute que c'était délibéré. La chambre allaita à l'unisson. Même les espèces sans poumons firent des bruits d'horreur. Le haut maréchal XSS Deck se dirigea vers le centre de la pièce. Il se tint devant le conseil. Il se déplaça avec des pas lents et prudents, comme une personne dont l'esprit a été endommagé par quelque chose qu'il ne peut pas comprendre. Il regarda autour de la chambre, ses yeux troubles parcourant les rangées de délégués. Il trouva le docteur Brooks. Il la regarda un long moment. Il s'inclina, une profonde et humble révérence, du genre qu'un empereur vaincu pourrait faire à un dieu. Puis, il fouilla dans une petite poche sur son flanc et en sortit un cristal de données. Il le plaça sur le podium central. Il recula. Il attendit. Les techniciens du conseil activèrent la lecture. Une voix humaine emplit la chambre. Elle était calme. Elle était douce. C'était la voix de quelqu'un parlant très prudemment, choisissant chaque mot avec grand soin. Au Conseil galactique et au peuple du Dominion Veratari, salutations. Nous vous retournons votre commandant afin qu'il puisse servir de témoin.
Nous n'avons pas détruit votre flotte. Votre flotte existe toujours. Nous n'avons pas mis fin à vos soldats. Vos soldats sont vivants et en bonne santé. Ils sont traités avec respect et nourris et reposés. Nous les avons pris. Nous les avons tous pris. Nous ne voulions pas faire cela. Nous ne voulions rien de tout cela. Mais votre commandant nous a mis au défi. Il nous a donné le choix entre quitter nos foyers ou en être expulsés. Nous ne quitterons jamais nos foyers. Nous espérons que vous comprendrez pourquoi. Nous souhaitons clarifier plusieurs choses au Conseil. Premièrement, nous ne sommes pas intéressés par la conquête. Deuxièmement, nous ne sommes pas intéressés par la vengeance. Troisièmement, nous ne sommes pas intéressés par un tribut ou des excuses. Nous voulons seulement être laissés tranquilles pour vivre dans notre petit coin de la galaxie, avec nos familles et nos foyers sur notre monde. Si vous pouvez accepter cela, nous pourrons tous être amis. Si vous ne pouvez pas accepter cela, veuillez considérer très attentivement ce que nous venons de vous montrer. 80 000 vaisseaux, 20 millions de soldats capturés en 8 jours, sans aucune perte de notre part, sans qu'aucun de vos peuples ne soit blessé au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur capture. S'il vous plaît, ne nous posez plus cette question. Nous n'aimons pas y répondre. Nous ne voulons pas vivre parmi des voisins qui nous craignent, mais nous défendrons notre foyer si nous le devons, avec tout ce que nous avons, et nous avons beaucoup plus que vous ne le pensez. Merci de votre écoute. Nous espérons que ceci met fin à l'affaire. L'enregistrement se termina. La chambre était silencieuse. Si silencieuse que j'entendais battre mon propre cœur, mes 2 cœurs. Le haut maréchal XSS Deck ne bougea pas. Il resta là, au centre de la pièce, ses yeux troubles fixant le vide, ses mandibules dévastées tremblant légèrement. Et puis, l'ambassadeur Vertari commença à faire un bruit. C'était un faible gémissement, un souffle venu du fond de sa gorge. Il s'effondra sur ses genoux. Ses avant-bras tombèrent le long de son corps. Il continua à gémir, un son long et brisé qui emplit la chambre et ne s'arrêta pas. Je regardais le docteur Brooks. Elle regardait l'ambassadeur Vertari avec cette même profonde tristesse que j'avais vue le premier jour. Il n'y avait aucune triomphe sur son visage, aucune fierté, aucune satisfaction. Elle avait l'air, plus que tout, sur le point de pleurer. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit mouchoir. Elle traversa lentement la chambre. Elle renifle s'agenouilla à côté de l'ambassadeur Vertari. Elle lui tendit le mouchoir doucement, comme on pourrait offrir du réconfort à un enfant qui s'est écorché le genou. « Je suis tellement désolée, dit-elle. Je suis tellement désolée que nous ayons dû faire cela. » L'ambassadeur Vertari ne prit pas le mouchoir. Il la regarda simplement. Puis, très lentement, il tendit un de ses bras tremblants et toucha sa main juste un instant, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était réelle. Elle se releva. Elle retourna à sa place. Elle s'assit. Le conseil fut ajourné. Nous sortîmes tous de la chambre en état de choc. Personne ne parlait. Personne ne regardait dans les yeux. Nous sommes retournés à nos bureaux, à nos ambassades et à nos foyers, et nous avons essayé de comprendre ce que nous venions de voir. 8 jours, 80 000 vaisseaux, 20 millions de soldats, tous capturés vivants. Les humains n'avaient même pas eu besoin de transpirer. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je me suis assis sur mon balcon, regardant les étoiles. Quelque part là, bas, se trouvait la Terre, un petit monde bleu que je n'avais jamais visité. Un monde qui se préparait tranquillement depuis 40 ans, attendant le jour où quelqu'un frapperait à sa porte. Les Vertari avaient frappé, et les humains avaient répondu. Et la réponse n'avait même pas été la pire chose qu'ils pouvaient faire. C'était une réponse prudente, contrôlée, presque douce, un avertissement, une démonstration. Je pensais à ce que le docteur Brooks avait dit dans l'enregistrement. Nous avons beaucoup plus que vous ne le pensez. Je me demandais ce que signifiait « beaucoup plus ». Je me demandais, et je frissonnais, et je restais sur mon balcon jusqu'au lever du soleil. Le lendemain matin, le conseil se réunit en session spéciale. Tous les délégués étaient présents. Même les espèces qui n'envoyaient normalement que des représentants juniors avaient amené leurs dirigeants principaux. La chambre était bondée. Le docteur Brooks se leva. Elle avait accepté de présenter un rapport au conseil plénier sur ce qui s'était passé dans le système Kepler. Elle nous avait averti que certains délégués pourraient trouver le briefing difficile. Elle avait suggéré que tout délégué souhaitant partir devrait le faire maintenant. Personne ne partit. Nous aurions dû, mais nous ne l'avons pas fait. Elle commença très simplement. Elle nous dit ce que nous savions déjà.
Les Vertari avaient sauté dans le système Kepler, s'attendant à trouver une petite force humaine. Ils s'attendaient à une action rapide, une élimination rapide des humains, puis au contrôle total du système. Ce qu'ils trouvèrent était différent. Les humains, expliqua-t-elle, se préparaient à ce jour depuis 40 ans. Dès qu'ils avaient rejoint le Conseil en tant qu'observateurs, ils avaient utilisé ces 40 années pour étudier chaque autre espèce de la galaxie. Ils avaient étudié nos doctrines militaires. Ils avaient étudié nos armes. Ils avaient étudié nos vaisseaux. Ils avaient étudié nos forces et nos faiblesses. Ils nous avaient étudiés comme un étudiant attentif, étudie pour un examen important. Mais ils n'avaient pas construit d'armes comme les nôtres. Ce aurait été une erreur. S'ils avaient construit une version plus grande d'une flotte Vertari, les Vertari auraient su comment les combattre. Au lieu de cela, les humains s'étaient posé une autre question. Ils s'étaient demandé « De quel type d'armes aurions-nous besoin pour défendre la Terre contre toute attaque possible ? Pas seulement contre les Veritari, mais contre n'importe quelle attaque. Venant de n'importe qui, n'importe où dans la galaxie. » Et puis, ils avaient construit ces armes en silence, patiemment, dans des endroits cachés pendant 40 ans. Elle commença à en énumérer quelques-unes. J'essaierai de répéter ce qu'elle a dit, bien que ma mémoire ne soit être pas parfaite. Certaines de ces descriptions me donnaient mal à la tête. La première arme qu'elle décrivit était un essaim de petites machines. Chaque machine n'était pas plus grande que la main d'un enfant. Elles étaient presque impossibles à détecter. Elles se déplaçaient en absorbant de minuscules quantités d'énergie de l'espace environnant. Elles pouvaient flotter pendant des années dans l'espace lointain, dormantes en attendant. Une fois activées, elles s'agglutinaient par milliards, s'attachant aux vaisseaux ennemis en si grand nombre que les vaisseaux cessaient tout simplement de fonctionner. Les machines n'endommageaient pas les vaisseaux. Elles les entouraient. Elles couvraient tous les capteurs, toutes les armes, tous les moteurs. Les vaisseaux devenaient aveugles, sourds et figés. Ils pouvaient être remorqués comme de la cargaison. C'est ainsi, expliqua-t-elle doucement, que la flotte Veritari avait été capturée. 2 milliards de petites machines déployées en silence dans les jours précédant l'arrivée de la flotte avaient simplement enveloppé chaque vaisseau au moment de son saut. Les équipages n'avaient même pas eu le temps de tirer. Leurs capteurs avaient été aveuglés dès le premier instant. Au moment où quelqu'un comprenait ce qui se passait, les vaisseaux étaient déjà désactivés et étaient déplacés vers des stations de détention cachées dans l'espace lointain. Un délégué leva un tentacule tremblant. « Où sont les vaisseaux maintenant » demanda-t-il. « En sécurité » répondit le docteur Brooks, en cours d'entretien. « Les équipages sont pris en charge. Nous ne sommes pas leurs geôliers, nous sommes leurs hôtes. Ils seront rendus en bon état lorsque le Conseil confirmera qu'il n'y aura plus d'hostilité. » Elle passa à l'arme suivante. La deuxième arme qu'elle décrivit s'appelait la manipulation atmosphérique. Les humains, dit-elle, avaient développé la capacité de modifier l'air d'un monde ennemi pour le rendre inhospitalier à l'espèce qui y vivait. Ils pouvaient retirer des gaz spécifiques dont une espèce avait besoin pour respirer. Ils pouvaient modifier la température de la surface d'une planète. Ils pouvaient faire cela de loin, en utilisant des appareils qui pouvaient être cachés dans les ceintures d'astéroïdes du système cible. Les espèces à la surface ne sauraient pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'arrêter. Cette arme, dit-elle, n'avait jamais été utilisée. Les humains espéraient qu'elle ne le serait jamais. Mais elle existait sur chaque monde de la galaxie où vivait une vie intelligente. Elle avait été placée là des décennies auparavant par des vaisseaux que les humains avaient envoyés discrètement pendant les premières années de leur statut d'observateur. Les appareils étaient dormants. Ils pouvaient être activés à tout moment par n'importe quel humain, n'importe où. Les délégués commencèrent à s'agiter sur leurs sièges. Certains d'entre eux émirent de petits bruits. La troisième arme était ce qu'elle appelait une frappe cinétique. Les humains, expliqua-t-elle, avaient pris de gros morceaux de roche et de métal dans les endroits vides entre les étoiles. Ils avaient attaché de petits moteurs à ces roches. Ils les avaient accélérées à des vitesses terrifiantes.
Il les avait visés sur des points prédéterminés dans la galaxie, puis il les avait lâchés. Les roches voyageaient maintenant dans l'espace à des vitesses si grandes qu'elles ne pouvaient être détectées par des capteurs normaux. Elles arriveraient à leur cible dans des années, des décennies ou des siècles. Les humains les avaient tirées il y a longtemps. Elles étaient déjà en vol au moment où nous parlions. Beaucoup d'entre elles étaient déjà très proches de leur cible. Si un gouvernement humain décidait de libérer un signal de guidage final, les roches ajusteraient leur trajectoire au dernier moment et frapperaient avec la force de petits soleils. Il n'y avait aucun moyen de les arrêter. Il n'y avait aucun moyen de les trouver à temps. Elles étaient en vol depuis des années. Les dégâts qu'elles causeraient dépassaient tout calcul normal. C'est à ce moment-là que plusieurs délégués commencèrent à pleurer. J'ai vu une ancienne altienne s'effondrer sur son siège. J'ai vu l'ambassadeur Atriel, normalement une figure fière et dure, se couvrir le visage de ses 3 mains. Le docteur Brooks fit une pause. Elle regarda autour de la chambre. « Je vous dis ces choses, » dit-elle doucement, « parce que je veux que vous compreniez. Je ne veux pas que vous nous ayez peur. Je veux que vous sachiez que nous n'avons aucun intérêt à utiliser ces armes. Nous ne les apprécions pas. Nous ne voulions pas les construire. Nous les avons construites parce que nous avons appris de notre longue histoire que ceux qui ne se préparent pas à se défendre ne survivent pas, et nous souhaitons ardemment survivre. » Elle continua. La 4e arme était quelque chose qu'elle ne décrivit pas en détail. Elle dit seulement qu'elle existait, qu'elle avait été construite, qu'elle était capable d'anéantir toute vie sur un monde en un seul instant, et que les humains espéraient qu'elle ne serait jamais utilisée. Elle ne voulut pas dire ce que c'était. Elle ne voulut pas dire où c'était. Elle dit seulement que c'était la dernière réponse, la réponse qui serait donnée seulement si la Terre elle-même était menacée de destruction. Elle l'appela la porte silencieuse. Elle dit que les humains espéraient que personne ne frapperait jamais à cette porte. La 5e chose qu'elle mentionna n'était pas vraiment une arme, c'était une façon de penser. Elle expliqua que les humains étudiaient la civilisation galactique depuis 40 ans et qu'ils avaient remarqué quelque chose d'intéressant. Toutes les autres espèces de la galaxie supposaient que la guerre signifiait la destruction des vaisseaux, la mort des soldats, la défaite des armées. Magar. Les humains avaient décidé que la guerre ne devait pas nécessairement signifier ces choses. La guerre, avaient décidé les humains, consistait à atteindre un objectif. Si l'objectif pouvait être atteint sans destruction, c'était mieux. Et les humains étaient devenus très doués pour atteindre des objectifs sans destruction. C'est pourquoi la flotte Viratari avait été capturée plutôt que détruite. Les humains auraient pu détruire la flotte. Ils en avaient la capacité, mais la destruction aurait laissé 20 millions de soldats Viratari morts et 80 000 vaisseaux détruits et une génération de chagrin et de colère qui aurait conduit à plus de guerre. La capture, en revanche, laissait 20 millions de soldats vivants qui pouvaient rentrer chez eux et raconter à leurs familles ce qu'ils avaient vu. La capture laissait 80 000 vaisseaux intacts qui pouvaient être rendus. La capture laissait un Dominion Viratari qui réfléchirait très attentivement avant de défier l'humanité à nouveau. C'était, expliqua-t-elle, le choix le plus efficace, le choix le plus gentil et le choix le plus effrayant, car cela disait à la galaxie que les humains n'étaient pas seulement puissants, ils étaient réfléchis. Ils avaient considéré toutes les options. Ils avaient choisi la voie douce, et la voie douce avait été plus que suffisante. Elle cessa de parler. La chambre resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, un ancien délégué altien se leva. Sa voix tremblait. Il était très vieux. Il était au conseil presque aussi longtemps que Vellne. « Docteur Brooks, dit-il, si vous avez toutes ces armes, si vous avez le pouvoir de faire toutes ces choses, pourquoi ne nous avez-vous pas conquis? Pourquoi êtes-vous toujours assise dans ce conseil comme une déléguée parmi 400? Pourquoi n'avez-vous pas pris ce que vous pouviez si facilement prendre ?» Le docteur Brooks le regarda longuement. Elle semblait réfléchir attentivement à sa réponse. « Parce que nous ne le voulons pas, dit-elle finalement. Nous n'avons aucun intérêt à vous gouverner. Nous n'avons aucun intérêt pour vos mondes ou vos ressources. Nous avons notre propre monde. Nous l'aimons très fort. Nous aimerions simplement qu'on nous permette de le garder. Est-ce si difficile à comprendre ?» Le vieil altien s'assit lentement. Ses tentacules tremblaient. Il n'avait pas de réponse pour elle. Aucun d'entre nous n'en avait. La séance se termina dans un silence hébété. Les délégués quittèrent la chambre sans un mot. Nous marchâmes dans les couloirs de marbre comme des créatures dans un rêve. Dehors, le soleil brillait. Les fontaines des jardins du conseil jouaient leur douce musique.
la journée était magnifique. Mais en nous, quelque chose avait changé pour toujours. Je marchais jusqu'à mon bureau. Je m'assis à mon bureau. J'essayais d'écrire un rapport à mon gouvernement sur Tésia. Je l'ai commencé de nombreuses fois. Je ne trouvais pas les mots. Finalement, je n'écrivis que ceci. La galaxie n'est pas ce que nous pensions qu'elle était. Les humains ne sont pas ce que nous pensions qu'ils étaient. Et nous, le fier conseil de 412 civilisations, ne sommes pas aussi importants que nous le pensions. J'ai envoyé le rapport. J'ai éteint mon écran. Je suis rentré chez moi. Ce soir-là, je me suis assis à nouveau sur mon balcon. J'ai regardé les étoiles. J'ai pensé au Dr Brooks, assise dans son petit appartement, quelque part dans le district du conseil. J'ai pensé à son visage souriant. J'ai pensé aux petits bonbons emballés qu'elle donnait aux aides. J'ai pensé à sa voix douce dans la chambre, énumérant des armes qui pouvaient mettre fin à des mondes. J'ai pensé à la façon dont elle avait pleuré en s'excusant auprès de l'ambassadeur Veritari. De vraies larmes, une vraie douleur. Elle n'avait apprécié rien de tout cela. Aucun des humains n'avait apprécié cela. C'est cela que j'ai réalisé, qui était la chose la plus effrayante de toutes. Ce n'étaient pas des monstres. C'étaient des gens bons, des gens gentils, des gens qui pleuraient pour la souffrance qu'ils avaient causée, des gens qui offriraient un mouchoir à un ennemi vaincu. Mais ils feraient toujours ce qui devait être fait, chaque fois, sans hésitation, sans faute. Et la galaxie, j'ai compris, ne serait plus jamais la même. Les semaines qui suivirent changèrent tout. Pas bruyamment, pas avec des annonces ou des défilés. Les changements vinrent silencieusement, comme le changement des saisons, mais ils vinrent dans chaque chambre du conseil, chaque ambassade, chaque salle du trône, d'un bout à l'autre du bras spiral. Les Dominions Vertari furent les premières à agir. 3 jours après la conférence du Dr Brooks, le nouvel ambassadeur Vertari, un jeune officier rapidement promu pour remplacer l'ancien Brisé, se leva dans la chambre du conseil. Il lut une déclaration préparée. Le Dominion Vertari, dit-il, retire formellement toutes ses revendications territoriales sur les mondes humains. Le Dominion Vertari présente ses excuses formelles pour les actions du haut-maréchal Exes-Dec. Le Dominion Vertari souhaite payer des réparations pour les ennuis causés. Le Dr Brooks se leva pour répondre. Elle remercia le nouvel ambassadeur pour ses paroles. Elle accepta les excuses au nom de son peuple et refusa poliment les réparations. « Nous ne voulons pas de votre argent, dit-elle. Nous ne voulons pas de vos mondes. Nous voulons seulement la paix et une compréhension entre nos peuples. Soyons amis, échangeons. Apprenons les uns des autres. Le passé est le passé. Qu'il y reste. » L'ambassadeur Vertari s'inclina si bas que son front toucha presque le sol. Il la remercia, avec des mots qui s'approchaient de la prière. Il retourna à son siège. La flotte Viratari fut rendue exactement comme le Dr Brooks l'avait promis. Les 80 000 vaisseaux, les 20 millions de soldats. Les vaisseaux étaient en parfait état. Les soldats étaient reposés, nourris et indemnes. Ils avaient été gardés dans de vastes installations de détention au cœur de l'espace humain où ils avaient reçu des quartiers décents, de la nourriture et des soins appropriés. Beaucoup d'entre eux avaient même appris un peu la langue humaine pendant leur captivité. Ils rentrèrent avec d'étranges histoires de geôliers polis qui leur servaient du thé et leur demandaient des nouvelles de leur famille. Le Dominion Vertari, qui avait été la puissance militaire la plus agressive de cette partie de la galaxie pendant des siècles, devint soudainement le plus poli. Ils se retirèrent des systèmes contestés. Ils rendirent d'anciens prisonniers de guerre qu'ils détenaient depuis des décennies. Ils envoyèrent des cadeaux aux civilisations voisines qu'ils menaçaient depuis des années. Ils signèrent des traités de paix qu'ils avaient refusé de signer auparavant. D'autres puissances remarquèrent. Le Concordat Roll, qui avait planifié une petite action contre un monde voisin, annula soudainement toutes ses préparations militaires et envoya des diplomates proposer des accords commerciaux. Le collectif de l'Épine Noire, qui menaçait les routes commerciales depuis aussi longtemps que chacun s'en souvienne, commença soudainement à honorer tous les traités qu'il avait jamais signés. Les ruches d'Anari, qui refusaient de participer aux sessions du Conseil depuis plus de 100 ans, envoyèrent soudainement une délégation complète avec des excuses pour leur longue absence. Aucune de ces décisions n'a été exigée par les humains. Les humains n'ont jamais dit un mot. Ils n'ont jamais rien demandé. Ils ont simplement continué à faire leur travail habituel au sein du Conseil, assistant aux sessions, souriant aux délégués, apportant de petites confiseries à partager avec les assistants. Le 17 de chaque mois. Mais la galaxie a compris. La galaxie a compris sans qu'il soit nécessaire de prononcer un mot. L'ère de l'agression désinvolte était révolue.
L'ère de l'étalage de sa puissance était révolue. Quoi que soient les humains, ils ne devaient pas être mis à l'épreuve. Quoi que les humains puissent vraiment faire, personne ne voulait le découvrir. Le Conseil lui-même a changé. Lors d'une session que je n'oublierai jamais, l'Assemblée a voté pour élever l'humanité du statut d'observateur à celui de membre à part entière. Le Dr Brooks a accepté ce nouveau rôle avec sa grâce habituelle et discrète. Elle a prononcé un court discours. Elle a remercié le Conseil pour cet honneur. Elle a promis que l'humanité serait un bon voisin. Elle a promis qu'ils n'utiliseraient jamais leur pouvoir contre quiconque ne les menaçait pas en premier. Je l'ai cru entièrement. C'était la partie la plus étrange. J'ai cru chaque mot qu'elle a dit, et je pense que le reste du Conseil aussi. Le Dr Brooks a siégé au Conseil, pendant plusieurs cycles supplémentaires après cela. Elle est restée la même, gentille, polie, toujours avec un petit cadeau à partager, toujours avec un sourire chaleureux. Elle a négocié des accords commerciaux. Elle a médiatisé des différends entre d'autres espèces. Elle est devenue, peut-être de manière surprenante, l'une des déléguées les plus aimées du Conseil. D'autres ambassadeurs la cherchaient pour obtenir des conseils. Ils l'invitaient dans leurs ambassades pour prendre le thé. Ils lui demandaient son avis sur leurs problèmes. Elle était toujours généreuse de son temps. Elle était toujours patiente. Elle n'a jamais parlé d'armes ou de guerre. Elle n'a jamais rappelé à personne ce que son peuple avait fait dans le système Kepler. Elle n'en avait pas besoin. Nous nous souvenions tous. J'ai eu une conversation avec elle vers la fin de mon propre service au Conseil. Je me préparais à prendre ma retraite. J'avais servi 46 cycles à ce moment-là. Ma santé déclinait. Mes yeux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Je voulais rentrer chez moi sur Tesa pour passer mes dernières années avec mes enfants et petits-enfants. Le Dr Brooks m'a invité dans son appartement pour un dîner d'adieu. J'ai accepté. Je n'avais jamais été chez elle auparavant. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Son appartement était petit, simple, rempli de livres et de photos de sa famille. Elle avait des enfants à elle, m'a-t-elle dit. 2 filles, toutes 2 adultes maintenant, toutes 2 avec leur propre famille sur Terre. Elle m'a montré des photos d'elle. Natoire, elle m'a montré une photo de sa propre mère, une vieille femme, avec le même sourire chaleureux que portait le Dr Brooks elle-même. Nous avons mangé un repas simple. Elle l'avait préparé elle-même. C'était de la nourriture étrange, mais savoureuse. Elle a parlé de Tesa et m'a posé des questions sur mes enfants. Elle a écouté attentivement mes histoires. Elle a ri au bon moment. Elle semblait triste quand j'ai parlé de mon départ. À la fin de la soirée, alors que je me préparais à partir, j'ai finalement trouvé le courage de poser la question qui me tourmentait depuis des cycles. « Dr Brooks », ai-je dit, « pardonnez-moi, mais il y a quelque chose que je me demande depuis très longtemps. L'arme que vous n'avez pas voulu décrire. La porte silencieuse. Puis-je demander ce que c'est ? Je ne le dirai à personne. Je quitte le Conseil. Ce serait juste pour ma propre compréhension. Elle m'a regardé longtemps. Ses yeux bruns et chaleureux ont scruté mon visage. Elle semblait décider quelque chose. Finalement, elle a soupiré. « Asseyez-vous, Cale », a-t-elle dit. « Laissez-moi essayer d'expliquer. » Je me suis assis. Elle m'a versé une autre tasse de la boisson humaine qu'elle avait servie au dîner. Puis elle s'est assise en face de moi et a joint les mains sur ses genoux, comme elle le faisait toujours avant de dire quelque chose d'important. Chaque espèce de cette galaxie, a-t-elle commencé, lève les yeux vers les étoiles. Vous voyez tous quelque chose de différent. Les Malurans voient la beauté, les Verataris voient le territoire, les Korath voient l'histoire, les Atrolls voient l'opportunité. Savez-vous ce que les humains voient quand nous levons les yeux vers les étoiles ? J'ai secoué la tête. Nous voyons du combustible, a-t-elle dit simplement. Nous voyons des choses qui brûlent. Demi à le gal que paraît Tarta, un de l'amant. Demi à le gal que paraît Tarta, demi à le gal, demi à le gal, demi à le gal, demi à le gal, demi à le gal que paraît Tarta, 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 demi à le gal que paraît Tarta. Nous les avons toujours vus de cette manière depuis la toute première fois où l'un de nos ancêtres a levé les yeux vers le ciel nocturne. Nous voyons la puissance. Nous voyons des possibilités.
Nous voyons ce qui pourrait être fait si vous étiez prêt à faire quoi que ce soit. Elle a fait une pause. Elle a pris une petite gorgée de sa propre tasse. La porte silencieuse, a-t-elle dit, c'est ce qui se passe quand nous arrêtons de prétendre que nous ne les voyons pas de cette façon. C'est la réponse que nous donnerions si la Terre elle-même était attaquée. Si notre monde était vraiment menacé, s'il y avait une réelle possibilité que notre espèce disparaisse. Elle n'a pas décrit l'arme. Elle n'en avait pas besoin. Nous espérons, a-t-elle dit doucement, que nous n'aurons jamais à ouvrir cette porte. Nous espérons qu'elle restera fermée tant que notre peuple existera. Nous l'avons construite parce que nous avons appris de notre propre longue histoire que l'espoir ne suffit pas. Il faut aussi être prêt. Mais s'il vous plaît, Cale, s'il vous plaît, ne pensez pas que nous voulons l'utiliser. Nous ne le voulons pas. Nous pleurons quand nous y pensons. Nous prions pour que le reste de la galaxie nous laisse simplement tranquilles. J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas parler. D'où, ma gorge s'était nouée. Elle m'a raccompagné à la porte de son appartement. Sur le seuil, elle a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a serré dans ses bras. Un câlin court et doux, comme les humains le font avec leurs amis. Je n'avais jamais été embrassé auparavant. C'était une sensation étrange, chaude, presque réconfortante. « Portez-vous bien, Cale Vaughn », a-t-elle dit. « Vivez le reste de vos jours en paix. Racontez à vos petits-enfants la galaxie que vous avez connue. Dites-leur que les humains ne sont pas leurs ennemis. Dites-leur que nous voulons seulement être amis. Le leur direz-vous ? Je leur dirai. J'ai promis. » Elle a fermé sa porte. Je suis sorti dans la nuit. Je suis rentré chez moi sur Tesa, quelques semaines plus tard. J'ai pris ma retraite du conseil. J'ai emménagé dans une petite maison près de la mer, où les vagues de notre océan vert pâle lapent contre les rochers. Chaque matin, mes enfants viennent me rendre visite. Mes petits-enfants jouent dans le jardin. Je suis vieux maintenant, et mes yeux s'obscurcissent, mais je suis heureux ici. Chaque soir, quand le soleil se couche, je descends sur le rivage et je lève les yeux vers le ciel. Je trouve la petite étoile bleue où vivent les humains. Elle est difficile à voir, mais je la trouve toujours. Je la regarde longtemps. Je n'ai plus peur, ni pour moi, ni pour mon peuple. La galaxie est en paix, et la paix est réelle. Et elle est construite sur quelque chose d'aussi simple que cela me fait presque rire quand j'y pense. La paix est construite sur une seule compréhension murmurée. Dans chaque ambassade, chaque chambre du conseil, chaque salle du trône d'un bout à l'autre du bras spiral. Ne menacez pas la Terre. Ne défiez pas la Terre. Ne haussez pas la voix envers la Terre. Laissez-les tranquilles. Échangez avec eux. Soyez leurs amis. Visitez leur monde s'ils vous y invitent. Apportez-leur de petits cadeaux. Acceptez leur confiserie le 17 de chaque mois. Souriez quand ils sourient. Mais ne les mettez sous aucun prétexte jamais, jamais, jamais en colère. Je raconte cette histoire à mes petits-enfants quand ils sont assez grands pour comprendre. Ils écoutent les yeux écarquillés. Ils me posent des questions. Ils veulent savoir à quoi ressemblent les humains. Ils veulent savoir si j'en ai déjà rencontré un. Ils veulent savoir si j'ai peur d'eux. Je leur dis ce que le docteur Brooks m'a demandé de leur dire. Les humains ne sont pas nos ennemis. Les humains sont nos amis. Ils veulent seulement qu'on les laisse tranquilles pour vivre sur leur petite planète bleue avec leur famille et leur jardin et leur petite confiserie emballée. Ils sont gentils. Ils sont patients. Ce sont de bons voisins. Mais je leur dis aussi ceci. Je leur dis que la galaxie est un endroit vaste et dangereux, que le pouvoir existe sous de nombreuses formes, que les créatures les plus dangereuses ne sont pas toujours les plus grandes ou les plus bruyantes. Parfois, la créature la plus dangereuse dans la pièce est celle, petite et douce, qui sourit poliment, apporte des sucreries et s'enquiert de votre famille. Je leur dis d'être gentils avec les humains, d'être respectueux, d'être honnêtes, d'honorer chaque accord passé avec eux. Et je leur dis surtout de ne jamais, jamais, jamais frapper à la porte silencieuse. Les étoiles brillent ce soir alors que je termine cet enregistrement. La mer est calme. Mes petits-enfants dorment dans la pièce voisine. Demain, nous irons pêcher ensemble, et j'apprendrai à l'aîné à réparer un filet. La vie est belle. La vie est paisible. La galaxie est au repos. Et quelque part là, bas, sur une petite planète bleue, une femme gentille aux yeux bruns et chaleureux dort aux côtés de sa famille, rêvant les rêves que les humains rêvent, qu'elle dorme bien, que son peuple dorme bien, que la porte silencieuse reste fermée pendant 10 000 ans et 10 000 autres après cela. Ceci est Cale Vaughn, ambassadeur, retraité. C'est mon dernier mot sur la question. 2.
2. Que mes petits-enfants s'en souviennent. Que leurs petits-enfants s'en souviennent. Que nous nous souvenions tous de ce que nous avons appris. Ne défiez pas la Terre. Laissez-les simplement tranquilles. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Bonne nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour la prochaine vidéo.